Bienvenue dans cette vidéo 3D Studio Max pour la création d'un rigging d'une balle avec animation. Donc, nous allons commencer par créer le sujet, donc, qui va être tout simplement une balle. Donc, pour la balle, je clique sur le menu Create. Je me mets ici en mode géométrie, Standard Primitives et sphère. Ensuite, je crée ma sphère sur le sol. En appuyant sur la touche W, je vais pouvoir replacer cette sphère au centre de l'univers. En appuyant sur la touche F4, on peut afficher le maillage de l'objet. Et pour replacer l'objet au centre de l'univers, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est placer les valeurs nécessaires en coordonnées X et Y, sachant que Z, c'est pour la hauteur. Donc on peut le voir ici, avec le système de coordonnées de l'univers. Donc en mettant X à 0 et Y à 0, la sphère se retrouve au centre de la grille. On peut y parvenir également en faisant un clic droit en haut sur l'outil Move. En faisant le clic droit, nous affichons la fenêtre de transformation de déplacement. Et il ne faut pas oublier de se mettre éventuellement donc en mode World ou en mode View. Donc le mode World nous permet de mettre les coordonnées en coordonnées absolues par rapport à l'origine de l'univers. Pour la hauteur, il n'est pas nécessaire de chercher la précision. Ce que l'on peut faire, c'est passer en vue de côté et faire en sorte que la balle soit bien placée. Nous n'avons pas besoin de la précision de la NASA. Nous sommes dans l'industrie du divertissement, de l'entertainment, donc c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a besoin. Mais pour aller plus loin, pour ceux qui insistent, voici comment est-ce qu'il faut faire. Donc vous sélectionnez votre sphère, cliquez sur l'onglet Modify, et là vous aurez affiché dans la section Radius donc le rayon en fait de la sphère. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est venir chercher le rayon de la sphère. Donc le rayon de la sphère, si on la prend en vue de côté, avec le centre, le rayon, c'est ça. Donc le rayon, actuellement là sur mon exemple, est de 16,601. Donc chez vous, il y aura d'autres valeurs. Je clique gauche, je maintiens enfoncé, et je sélectionne toute la valeur en déplaçant la souris. CTRL plus C afin de faire une copie. Je clique dans la zone Z, ici. Je sélectionne tout et je fais CTRL V pour que cela remplace ma sélection. Entrée. Et donc là maintenant, j'ai injecté avec un tout petit peu plus de précision la valeur afin que la sphère soit bien placée en hauteur. C'est-à-dire que l'hémisphère sud, le pôle sud de la sphère touche le sol de la grille. Bon, ça c'est vraiment optionnel, et pour ceux qui veulent obtenir quelque chose de vraiment très très précis. Une fois que c'est fait, je clique dans le Scene Explorer sur ma sphère et je lui donne un nom. Je l'appelle balle. Donnez des noms qui soient pertinents et qui veulent dire quelque chose à vos objets. Sinon, vous allez avoir du mal à les localiser. Une fois que le sujet est prêt, qui correspond à vos attentes, donc on peut le mettre de côté, par exemple en le cachant. Une fois qu'il est caché, je vais créer
maintenant des contrôleurs qui vont me servir pour le piloter. Donc en rigging et animation, la plupart du temps, nous allons utiliser des contrôleurs qui vont venir piloter de manière indirecte le sujet. Plus vous allez progresser dans le pipeline et l'industrie, et plus il faudra utiliser des codes, des us et des coutumes utilisés par la plupart des professionnels afin de bien vous intégrer dans le processus, dans le pipeline de production. Sinon, cela risque de vous porter préjudice et on risque tout simplement de vous le reprocher de ne pas savoir travailler correctement. Donc, un animateur, lui, ce qu'il va attendre de votre part en tant que rigueur, c'est de lui préparer tout un tas de contrôleurs qui soient esthétiques, pertinents, et qui soient vraiment visuellement intéressants, qui montrent à quoi ils servent au premier coup d'œil, afin de favoriser l'animation. Donc là, ce que je vais faire, je clique sur ici Create, je viens sur les shapes, puis dans le menu déroulant, il faudra sélectionner Splines, et là, il faudra utiliser notre premier outil pour ça qui s'appelle Line. En cliquant sur Line, maintenant je vais pouvoir tracer tout simplement des lignes au sol. Quand c'est terminé, on fait un clic droit. Sinon, on revient au premier point pour fermer la boucle. Voilà. On ferme la boucle. Pour tracer les contrôleurs de la manière la plus esthétique possible, nous allons nous servir de la grille du monde. Pour cela, on appuie sur la touche S afin d'activer l'outil de Snap, donc qui va nous permettre d'aimanter nos éléments de création tout simplement sur la grille. Ensuite, grâce à ça, une fois qu'on peut aimanter les éléments sur la grille, nous allons pouvoir dessiner les contrôleurs. Juste avant, nous avons quelques réglages à effectuer. Vous voyez que là, actuellement, mes traits de construction ne s'alignent pas sur la grille. Donc, il faut aller voir quelles sont les options qui sont cochées actuellement dans les outils du Snap Grid. Pour cela, en haut, vous avez une icône donc, qui ressemblera à un 2, un 2,5 ou un 3 avec un aimant en forme de fer à cheval. Donc, voilà les différents types d'icônes que vous pourriez avoir pour le Snap Grid. Donc, quel que soit l'outil actuellement sélectionné, vous faites un clic droit sur l'icône afin d'ouvrir le Grid and Snap Settings. Dans l'onglet Snap, comme on veut utiliser les intersections de la grille pour la construction, il va falloir cocher la case Grid Points. On pourra décocher tout le reste. Mais attention, une fois que ces options sont établies, elles resteront actives ou inactives jusqu'à ce qu'on retourne dans cette fenêtre pour cocher les options qui nous servent ou pas. Donc là, je coche Grid Points. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, dans l'onglet Options, vous devez venir cocher la case Enable Axis Constraints. Alors ça, c'est recommandé, surtout lorsque vous voulez déplacer un objet en snap sur un seul axe. Sinon, vous risquez d'avoir des comportements un petit peu bizarres et aléatoires. En gros, des comportements qui ne vont pas vous plaire. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Une fois que c'est coché et qu'on ferme la fenêtre, ce réglage est retenu jusqu'à ce qu'on vienne le désactiver. Une fois que c'est fait maintenant, le snap est activé, on voit sur la grille du monde que le snap est actif grâce à un repère en jaune qui vient se placer aux intersections et qui nous dit ok, c'est prêt, on peut snapper. Alors faites attention, au départ,
Donc, à vos options de création, quand vous tracez une ligne, si vous maintenez le clic gauche enfoncé durant le processus de création, cela va vous créer des courbes. C'est-à-dire que vous allez avoir des formes vraiment courbées et sans angle droit. Si vous voulez que des angles droits, il faut faire un simple clic. Un clic net et vraiment franc. Par exemple là, clic, je clique, ainsi de suite. Je ne laisse pas mon doigt enfoncer dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un contrôleur avec des flèches multidirectionnelles. Alors là, si on se trompe, c'est pas grave, on peut continuer. On pourra revenir après pour supprimer les points ou vertex qu'il y a en trop. Ou même on pourra les laisser, c'est pas trop grave. Donc habituez-vous à utiliser les proportions, les intersections de la grille, afin de créer des formes assez esthétiques et intéressantes pour pouvoir les modifier ou pour pouvoir faire de ça de bons contrôleurs. Donc, une fois que c'est réalisé, on peut désactiver le snap en rappuyant dessus. Donc n'oubliez pas que visuellement, on peut voir si c'est activé ou pas grâce à l'icône avec la couleur. Donc là, pour retirer le point intro que j'avais placé ici, donc on peut le sélectionner, on va sur l'onglet Modify, on sélectionne le mode vertex, je sélectionne le vertex en question, et je peux le supprimer en appuyant sur la touche Supr ou Del de mon clavier. Bon, ça c'est vraiment optionnel, vous ne sommes pas obligé de faire ça. Donc une fois que c'est créé, je donne une couleur à mon contrôleur, je vais donner du vert clair. Et je lui donne également un nom, je vais l'appeler CTRL, donc l'abréviation de contrôleur, déplacement. Je raffiche la balle pour voir si c'est convenable, si c'est assez esthétique. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le contrôleur est peut-être un peu trop grand. Donc je le sélectionne, j'appuie sur R, et je fais un scale pour lui donner une bonne taille. Alors, c'est quoi une bonne taille? La bonne taille, ça veut dire que pas trop petit, sinon on ne voit rien. Pas trop grand, là ça va être encombrant, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut vraiment prendre une taille qui soit suffisante et pas encombrante. Donc en gros, c'est un peu avec l'expérience que vous saurez quelles sont les tailles à obtenir avec les différents contrôleurs. N'hésitez pas également à regarder des rigs que vous pouvez trouver sur internet afin de faire des comparaisons. Une fois que le rig de déplacement est créé, je passe au suivant. Donc là je clique sur le menu Create, toujours sur les Shape, Spline, et là on va créer un autre type de contrôleur, Cycle, donc des cercles. Donc je clique sur Circle, je crée un cercle, n'importe quelle taille au départ, je le place en 0, 0. Alors remarquez que le contrôleur juste avant, comme je l'avais créé de manière bien symétrique et par rapport au sol, normalement il devrait être bon. Mais s'il s'est déplacé ou s'il y a des décalages, on va pouvoir le replacer sans problème. Donc apparemment c'est le cas. Ouais, là il a été déplacé. Donc là je sélectionne l'objet et je mets les coordonnées x0, y0. Hop. Je sélectionne le contrôleur de déplacement x0, y0. Donc ça c'est ce qui est recommandé au départ pour les débutants, ou alors pas forcément que pour les débutants, hein, également pour ceux qui veulent faciliter leur processus de création, c'est de placer tous les éléments d'un rig au centre du monde pour bénéficier des symétries,
de la simplicité et vraiment pour avoir quelque chose déjà placé au centre de l'univers. Pour ne pas avoir de décalage, de valeurs négatives ou positives. Bon, bref, il faut avoir des paramètres propres. Donc là, le cercle, pareil, on l'agrandit, on le rétrécit. Donc moi j'ai tendance à mettre un cercle pour le scale un peu plus à l'intérieur. Après on peut créer d'autres contrôleurs, on peut créer des contrôleurs rectangulaires, des contrôleurs avec des signaux particuliers. Mais bon là on va se limiter à ce genre de contrôleur pour faire un scale. Ensuite je recrée un autre cercle que je vais aligner avec la sphère. Donc pour aligner le cercle avec la sphère, il y a plusieurs possibilités. La première, donc je sélectionne d'abord le cercle, j'appuie sur la combinaison de touches Alt plus A comme Align, et je vais l'aligner sur la sphère. Une fois que j'ai cliqué sur la sélection, une fenêtre apparaît et me demande qu'est-ce que je dois faire avec l'objet d'avant. Comment est-ce que je l'aligne sur l'objet sélectionné en dernier. Donc là, je vais demander d'aligner X, Y et Z, centre sur centre. On peut prendre également pivot sur pivot. Mais comme le point de pivot est au même endroit que le centre de chaque objet, ça ne change rien du tout. Donc là, on clique sur Apply pour voir le résultat. Et on clique sur OK pour fermer la fenêtre. Donc voici ce que donne l'alignement. Ensuite, là, je vais faire une rotation avec Angle Snap de 90 degrés de mon contrôleur de rotation. Donc ça, c'est le but de la manipulation. C'est d'obtenir tout un tas de contrôleurs afin de réaliser cette opération. Et à la fin, je donne un nom, contrôleur rotation. Alors, chez certaines personnes, il peut y avoir un problème, il peut y avoir des bugs. En appuyant sur Alt plus A, parfois ça peut faire planter la machine. Donc faites attention, avant de faire quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à créer un projet. Donc là, par exemple, je vais créer un projet. Donc parcours Ballerille. Je sélectionne ce dossier. Alors, si le dossier existe déjà, je clique sur File, Project, Set Active Project. Hop. Et je peux faire une sauvegarde. Donc, comme je l'ai déjà fait juste auparavant, je vais donner un autre nom. Je vais l'appeler version 10. Donc, les sauvegardes sont très importantes afin d'éviter de perdre du temps à refaire des choses, même si elles sont simples. Ça prend quand même du temps et donc là, le temps, comme vous savez, c'est de l'argent. Donc, une fois qu'on a sauvegardé, voici la deuxième méthode pour aligner donc, le cercle sur la sphère. Et c'est valable pour plein d'autres objets. Il n'y a pas que les cercles qu'on peut aligner sur une sphère. On peut aligner tout un tas d'autres choses. Donc je crée mon cercle. Et ensuite là, je vérifie dans les options de Snap si Vertex ou Edge Segment sont bien cochés. Je peux désactiver le grid temporairement. Donc, je désactive. Et j'active le Snap en appuyant sur S. Donc grâce à ça, je vais pouvoir déjà déplacer ici là sur l'axe Y mon cercle en faisant en sorte que ça vienne s'aimanter sur un vertex, c'est-à-dire un point de ma modélisation. Donc là on voit que en sélectionnant l'axe Y en maintenant enfoncé, clic gauche, et en déplaçant et en venant sélectionner un point de la modélisation, j'ai le cercle qui fait une translation et qui cherche à venir correspondre sur l'axe Y
seulement l'axe Y sur un des points de la modélisation. Je peux faire pareil également en hauteur. Donc là, je vais cliquer gauche sur l'axe Z, je maintiens enfoncé, et je viens sélectionner donc, des points de la modélisation pour que ça vienne se snapper à la même hauteur. Donc là, tant qu'à faire, nous allons sélectionner une intersection qui se trouve sur l'équateur. Voilà. Donc là, du coup, je suis sûr que mon cercle, maintenant, est à la même hauteur que l'équateur de la sphère. Et pour terminer, l'axe X. Donc en faisant cette manipulation, nous obtenons le même résultat, bon, peut-être avec un petit peu plus de manipulation, mais ça marche. Après, le but est le même. Je fais une rotation de 90 degrés dans ce sens-là. Et là, j'obtiens mon contrôleur de rotation. Donc moi, je le supprime, je n'ai pas besoin d'en avoir deux. Donc là, je sauvegarde bien le tout. Une fois que c'est terminé, que nous avons créé le sujet et les contrôleurs, donc là, je vais sélectionner la balle et lui appliquer une texture. Par défaut, la balle est en flat, c'est-à-dire qu'elle est une couleur unie. On ne saura pas dans quel sens elle va tourner, donc, vu qu'il n'y a pas de motif. Pour voir dans quel sens va tourner la balle, il serait agréable de pouvoir lui appliquer une texture de type checker, c'est-à-dire damier. Donc pour cela, j'appuie sur la touche M comme matériel pour afficher le Slate Material Editor, donc en mode nodal. Donc certains préfèrent le mode compact, qu'on peut trouver en cliquant sur le menu en haut, mode Compact Material Editor. Le mode compact, donc ça c'est un ancien système hein, que l'on connaît depuis les premières versions de 3D Studio Max. C'est à vous de voir quel est le système que vous préférez. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt le Slate Material Editor, donc en mode nodal. Je vois beaucoup plus de choses et tout est directement disponible. Que ce soit le shader, les textures, les effets, les différents shaders de shader, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment disponibles directement. Puis visuellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc attention, par la suite, certains d'entre vous ne vont peut-être pas avoir les mêmes matériaux que moi. En fait, tout dépend le moteur de rendu que vous utiliserez. Pour cela, vous appuyez sur la touche F10. Le Render Setup ici apparaît. Pour avoir la même chose que moi, ou pour avoir les matériaux de base, mettez-vous en Scanline ici. Vous pouvez être peut-être en V-Ray ou en Arnold. Ici. Et mettez-vous en Scanline. Une fois que cette option est sélectionnée, vous fermez la fenêtre, Render Setup. Le réglage sera enregistré. Une fois que c'est fait, je vais créer un matériel standard que je trouve dans la section Material, Scanline, Standard. Si vous avez du mal à trouver, vous avez ici une zone de recherche par nom. Vous cliquez à l'intérieur et vous tapez Standard, par exemple. Standard. Donc là, on voit que le matériel apparaît bien ici. Donc que ce soit dans la zone de recherche ou dans la zone des matériaux, vous faites un drag and drop directement là, dans la vue. Donc là, nous venons de créer un matériel standard sur lequel nous allons venir connecter le checker. Donc checker, pareil. Donc soit vous le recherchez dans la zone de recherche, ou alors vous le prenez ici directement dans les maps, drag and drop. Voilà. Et là, je connecte la sortie du checker sur l'entrée diffuse de mon matériel. Puis, le matériel, je vais l'appliquer sur mon objet. Donc, plusieurs méthodes pour appliquer un matériel sur un objet.
Donc, vous pouvez prendre la sortie ici là de votre matériel et l'appliquer directement dans le viewport en sélectionnant bien correctement l'objet qui vous intéresse. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous sélectionnez d'abord l'objet dans le viewport, vous faites un clic droit sur l'entête du matériel, puis Assign Material to Selection. Voilà. Donc maintenant, la texture peut s'afficher dans le viewport. Si elle ne s'affiche pas, vous refaites un clic droit sur l'entête, et là vous cochez l'option Show Shaded Material in Viewport. Option que l'on retrouve également ici, sur cette icône. Donc là, si je laisse un peu plus, voilà, le pointeur de la souris, cette icône s'appelle Show Shaded Material in Viewport. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Une fois que l'entête a changé de couleur et que vous êtes en rouge et bleu, le matériel va s'afficher dans le viewport. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Tout simplement pour des soucis d'économie et de rapidité d'affichage. Pour l'instant, vous n'avez qu'un seul objet, qu'un seul élément, mais quand vous en aurez une centaine, voire des milliers, vous verrez que ce ne sera plus la même histoire. Quand vous allez tourner autour de la scène, si 3D Studio Max doit afficher toute votre scène texturée partout, vous aurez peut-être des ralentissements. Donc, tout dépendra de la puissance de votre ordinateur, de la mémoire, et etc. Bon bref, vous voyez un peu le concept. Donc les limitations et les avantages. Donc, maintenant que j'ai appliqué ma texture, donc là c'est plus intéressant visuellement, je peux changer également donc, la forme du checker en faisant un double-clic dessus. Une fois que j'ai fait un double-clic, les propriétés s'affichent à droite. Donc je viens dessus, et là je peux mettre donc ici du tiling différent. Donc le tiling, c'est tout simplement pour la répétition du motif. Donc, je peux mettre 2 par exemple. Si je mets 2, donc ça va me faire une répétition horizontale. Et là, en V, une répétition verticale. Donc c'est à vous de trouver des réglages qui vous conviennent afin de mettre un motif intéressant et qui peut être reconnaissable dans votre scène. Ensuite, on peut changer les couleurs. Voilà. Pour mettre une balle un petit peu avec des couleurs plus fantaisistes. Donc c'est à vous de faire ce qui vous convient. Voilà. Donc je vais faire une sauvegarde. Donc une fois qu'on a créé les contrôleurs, que le sujet est texturé, on sélectionne tout et on va passer à la phase de nettoyage, donc le cleaning de notre objet. Parce que là tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la taille de mon contrôleur de scale, de déplacement, pardon. Et chose intéressante, si je me mets en mode scale, que je passe en world, que je fais un clic droit sur les propriétés du scale, là on voit que il y a des transformations qui sont appliquées pour cette taille. La problématique, ça va être pour chaque objet, si j'ai des transformations différentes, ça va être un petit peu compliqué pour l'animateur afin de remettre l'objet à sa taille d'origine ou avec ses paramètres d'origine. Donc, afin d'éviter ce genre de problématique, pour qu'il puisse remettre un contrôleur ou un objet à sa taille d'origine, c'est qu'on va passer par cette phase de cleaning, cette phase de nettoyage. Donc comment est-ce qu'on réalise ça? Donc, retenez bien, donc actuellement en scale, là ici j'ai des nombres qui apparaissent. Je sélectionne tout. Pour l'instant je n'ai pas touché à la hiérarchie, tous les objets sont au même niveau. Nous allons utiliser l'onglet Utilities, le Reset Xform, et il faut cliquer sur le bouton Reset Selected. Une fois que j'ai cliqué dessus, sur les objets ont été appliqués un modifieur qui s'appelle Xform. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais le retirer en retournant toujours dans l'onglet Utilities.
bouton collapse. Attention là, il va falloir sélectionner dans Output Type l'option Modifier Stack Result. Et on clique sur le bouton Collapse Selected. Comme j'ai tout sélectionné, Collapse Selected. Donc ça va m'aplatir les modifieurs de la pile de modification. Et là, on n'a plus le Xform. Et chose intéressante maintenant, si je resélectionne mon contrôleur de déplacement, que je reclique droit sur l'outil de scale, maintenant là, avec cette nouvelle forme, les propriétés sont à 100% partout. Et ça, c'est valable pour tous les paramètres. Alors, ce qui est appréciable avec ce qu'on vient de faire, c'est que l'animateur, s'il a besoin de remettre la taille par défaut, c'est-à-dire la taille actuelle de cette scène, il faudra tout simplement qu'il vienne sélectionner le contrôleur adéquat, qu'il affiche le tableau de valeurs en scale et qu'il remette 100%. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons créer la hiérarchie de notre objet avec les contrôleurs. Donc là, il y a plusieurs techniques, il n'y en a pas qu'une seule. Donc, soit vous commencez par les contrôleurs en commençant par le contrôleur le plus fort, c'est-à-dire déplacement. Donc là, ce que je peux faire, je peux prendre le contrôleur de scale que je mets sur le contrôleur de déplacement. Ensuite, je prends le contrôleur de rotation que je mets sur le contrôleur de scale. Et je prends le contrôleur, l'objet balle que je mets sur le contrôleur de rotation. Donc en fait, la balle devient enfant de rotation devient enfant de scale, et le scale devient enfant de déplacement. Voilà, donc ça c'est la première méthode que l'on peut utiliser afin de faire en sorte que la hiérarchie soit créée. L'autre méthode, après, c'est de commencer par l'objet, le sujet. Donc je fais un drag and drop de la balle sur le contrôleur rotation. Ensuite, le contrôleur rotation, que je vais faire un drag and drop sur le scale. Donc tout suit, tout vient avec. Et au final, le contrôleur scale sur le contrôleur déplacement. Donc en prenant une méthode différente, j'obtiens le même résultat. Donc après, évidemment, on peut faire des mélanges, etc. L'important, c'est d'arriver sur cette structure où le contrôleur déplacement est le route, le premier. Le scale vient ensuite, rotation, et au final, la balle. Faites bien attention, je vous renvoie sur vos notes concernant l'inversion de ces deux contrôleurs qui ne donnent plus du tout les mêmes résultats. Si vous mettez la rotation avant le scale, vous aurez des résultats complètement différents. Donc tout ça, tout dépend de ce que vous voulez obtenir dans votre scène. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une sauvegarde. On ne sait jamais. Donc je fais une sauvegarde incrémentielle. Et là, je vais placer maintenant là, des plateformes dans ma scène que je vais utiliser afin de réaliser une animation. Donc pour la première plateforme, je crée tout simplement un cube que je déforme. Ensuite, je vais faire des copies. Donc Shift, déplacement, et je fais copie. Donc je peux en faire plusieurs d'un coup. Comme ça. Voilà. Et l'idée, ça va être de replacer ensuite ces plateformes. Comme ça, par exemple. Pour faire une espèce de parcours pour la balle. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de parcours. Donc moi je vais donner cette forme-là, afin que la balle donc, rebondisse sur chaque plateforme et arrive en haut.
Le but dans cet exercice, ça va être de donner une personnalité et un caractère à notre balle. Parce que si on anime juste pour animer, ça ne sert pas à grand chose. L'animation, on pourrait faire du réalisme, mais tant qu'à faire, puisque là on est là pour apprendre également à réaliser des animations, on peut faire en sorte de donner un caractère à la balle, par exemple qu'elle soit courageuse, qu'elle soit peureuse, ou prudente, téméraire, etc. Donc ça c'est à vous en tant qu'animateur de donner ces caractères. Donc là maintenant qu'on a créé le rig, qu'on a mis les éléments de la scène, qu'on a fait une sauvegarde, ne pas oublier de cliquer sur Time Configuration, ici là, en bas à droite, près des boutons de lecture d'animation. L'icône ressemble à une horloge à aiguille avec un engrenage. Donc on clique dessus, la fenêtre Time Configuration va apparaître, on se met en mode pâle, et là on peut anticiper en mettant 250 frames. Donc un bug connu, quand vous cliquez sur pâle, ici là le nombre de FPS ne se change pas tout de suite. C'est pas grave, vous cliquez sur OK, et si vous remettez la fenêtre Time Configuration, maintenant là c'est écrit 25. Donc là on peut refaire encore une sauvegarde directement avec CTRL S. On appuie sur la touche N pour commencer la phase d'animation. Donc une fois que la touche N est activée, là c'est le moment de se poser la question, est-ce que les plateformes, on les laisse sélectionnables ou pas? Donc si on ne veut pas que les plateformes soient animables ou soient sélectionnées durant le processus, parce que ça peut nous embêter, tout simplement on les sélectionne avec CTRL clic gauche. Ensuite on fait un clic droit dans le viewport, Object Properties, et là moi je vais cocher la case Freeze, et je décache la case Show Frozen in Gray. Alors la première case me permet de geler des objets, c'est-à-dire que pendant tout le processus de construction, bien, les objets ne seront plus sélectionnables, ou on ne pourra plus rien faire dessus, en tout cas dans le viewport. Et en décochant la case Show Frozen in Gray, ça m'évite d'afficher en gris les objets qui sont gelés. Après ça c'est à votre convenance, si ça vous intéresse de savoir que les objets sont gelés, qui sont en étant en gris, vous ne décochez pas la case. Par contre, si vous voulez que les objets soient gelés, mais qu'ils aient la couleur que vous avez appliquée, ou alors la texture que vous avez appliquée, décochez la case. On clique sur OK. Voilà ce que ça donne. Et là, je ne peux plus sélectionner les plateformes. On ne pourra les sélectionner que dans le Scene Explorer. Donc une fois que c'est fait, je sélectionne le contrôleur de déplacement et j'appuie sur K pour placer une clé d'animation. Parce que là, 3D Studio Max ne va pas prendre l'initiative de le faire à votre place. Une fois que j'ai placé la première clé, il y a une question de timing. Donc là, ce que je vais faire, ce que je souhaite faire comme animation, c'est faire en sorte que la balle se rapproche du rebord et qu'elle puisse s'arrêter un petit peu pour regarder ce qui se passe. Donc là, la question c'est en combien de temps je vais faire en sorte qu'elle se rapproche du bord. Donc si vous voulez mettre une seconde, donc là vous devez déplacer le curseur de la souris, enfin de la timeline plutôt, sur la frame 25. Ensuite, on déplace le contrôleur de déplacement. Donc dans l'ordre, toujours, hein. Donc soit on déplace d'abord le contrôleur, on sélectionne d'abord le contrôleur, pardon. Ensuite on place le curseur de la timeline, ou alors on place le curseur de la timeline, puis ensuite on sélectionne le contrôleur, et après on déplace le contrôleur, ou on appuie sur la touche K pour lui placer une clé. Là c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez procéder.
Donc une fois que j'ai fait ça, je peux rembobiner, juste pour voir comment est-ce que la balle se comporte dans la timeline. Donc là ça va, déplacement classique, il n'y a rien à rajouter. Hein. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est maintenant là, jouer sur la rotation. Donc pour placer une clé en rotation seulement, je sélectionne le contrôleur rotation, je fais un clic droit après avoir placé le curseur de la timeline à 0. Je fais un clic droit sur le curseur. Dans la fenêtre Create Key, je vais décocher Position et Scale, afin que le système me place une clé en rotation avec la rotation actuelle. Donc comme je n'ai rien touché, bah, là ça ne fait pas une grosse rotation. Ça ne fait rien du tout. Et là on voit qu'il y a une clé avec le code couleur vert. Donc rouge pour les translations, vert pour les rotations et bleu pour les scales. Donc je me mets en frame 25 puisque c'est la frame sur laquelle le contrôleur de déplacement s'arrête. Et j'applique une rotation. Voilà. Donc, je rembobine pour voir si la quantité est bonne ou pas. Alors la quantité va dépendre du rayon de votre sphère. Donc si vous mettez trop de rotation, donc là on va avoir la sensation que ça patine. Par exemple là si j'en mets encore plus, là, voilà. Donc pour la quantité de mouvement où la balle avance, eh bien là il y a trop de rotation. Donc ça fait comme un pneu là, qui accélère énormément. Donc au contraire, si on ne met pas assez de rotation, ben on va voir l'effet inverse. Voilà. Donc je vais le réduire encore plus. Voilà ce qu'on a. Ouais, il y a des méthodes et des moyens précis pour mettre la bonne quantité de rotation par rapport au déplacement. Mais après là on commence à entrer dans des calculs scientifiques, techniques, etc. C'est pas forcément l'objet du cours. Donc là pour l'instant on va rester dans la simplicité et dans quelque chose de vraiment très, très basique. Hein. Donc on ne va pas commencer à faire des formules ou quoi que ce soit. Donc là c'est largement suffisant, ça marche très bien. Donc de la frame 0 à la frame 25, sur le contrôleur de déplacement, on a fait une translation. Et sur le contrôleur de rotation, on a fait une rotation. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a séparé plusieurs actions, donc une translation et une rotation, avec les contrôleurs adéquats. Donc ce que je peux vous inviter à faire, une fois qu'on aura terminé l'animation, c'est de refaire la même chose, en essayant de tout placer, toutes les clés d'animation, hein, en translation, rotation, scale, sur une seule et même balle. C'est-à-dire sans faire de rig. Vous allez voir que ça va être très compliqué. Vous n'allez pas forcément y arriver comme ça d'un coup. Il faudra utiliser éventuellement une technique avec les layers d'animation. Et pour l'instant, on n'y touche pas ça. Donc là, je reviens sur la balle. Donc là, pour l'instant, elle avance. Elle s'arrête au bord. Et en même temps qu'elle avance, elle fait des rotations sur elle-même. Voilà. Donc là, ça marche plutôt pas mal. C'est OK. Et là, je peux lui donner un petit peu de caractère. Donc je me place sur la frame 25. Je sélectionne le contrôleur de scale. Et là, je vais placer une clé en frame 25. Donc une clé de scale. Donc pourquoi ? Pour bloquer le scale, pour qu'il soit à 100% de 0 à 25. Donc quand il n'y a pas de clé avant, toutes les frames qui sont avant prennent la valeur de la première clé de la timeline. Sinon, si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez revenir en frame 0 et replacer également une clé en scale. De cette manière, de 0 à 25, le scale, c'est toujours le même. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire ça, mais
ça peut rassurer. Et puis c'est fait pour ça aussi, hein. Vous pouvez en mettre des clés que vous voulez. Ensuite, de 25 à 50, je vais réaliser une animation de ce type-là. Donc je vais me mettre en squash. Donc je clique gauche, je maintiens enfoncé l'icône de scale. En maintenant enfoncé, là, il y a plusieurs modes. Donc mode uniforme, mode pour que ça se fasse sur tous les axes, et le mode squash. Donc là, j'utilise le mode squash. Et là, on peut faire des tests pour voir à quoi ça sert. Donc le mode squash vous permet de déformer un objet tout en conservant le volume. Tout comme on l'a vu dans les 12 principes d'animation traditionnels avec le stretch and squash. Où le but est de conserver le volume de l'objet pour avoir une certaine logique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en frame 50, voilà, je déforme la balle en hauteur, juste pour lui donner un petit peu de caractère. Hop. Voilà. Et faire en sorte que elle se mette au-dessus un petit peu de la plateforme et qu'elle regarde pour qu'elle voit où est-ce qu'elle est, et surtout qu'elle voit du vide en dessous, dans cette petite balle. Ensuite, je vais lui donner 10 frames, en frame 60, pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Donc pour cela, soit vous le faites manuellement, mais bon, c'est pas simple de voir le bon scale, hein, les bonnes valeurs, donc surtout manuellement comme ça avec la souris. Sinon, vous faites un clic droit sur l'icône de scale. Là, en X, je mets 100, Y, je mets 100, et en Z, je mets 100. De cette manière, on revient avec la forme initiale de l'objet. C'est pour ça que je vous expliquais là au début l'importance de cleaner, de nettoyer vos objets et de leur donner des valeurs par défaut, afin de pouvoir réaliser cette opération la plus simplement possible. Sinon, il aurait fallu que je retienne les valeurs d'origine quelque part sur un papier, sur un notepad ou quelque chose comme ça. Bon, on a autre chose à faire que de retenir des valeurs. Donc, tant qu'à faire, cleaner les objets pour avoir des bonnes valeurs par défaut. Voilà. Donc là, voici le début de l'animation. Je peux le lire en appuyant sur la touche Home et sur le 2 points de mon clavier. Ça lit la séquence. Voilà. Donc là, on a un début d'animation qu'on pourra perfectionner évidemment. Et le but, c'est de vous faire comprendre ici là à quoi servent toutes les clés avec chaque contrôleur. Donc les déplacements avec le déplacement, les scales avec le contrôleur de scale et la rotation avec le contrôleur de rotation. Donc une fois qu'on a fait ça, et que la balle a repris sa taille normale, on va la laisser se reposer un petit peu de 60 à 60, enfin de 25 jusqu'à 70. C'est-à-dire juste 10 frames. Donc attention, là c'est quelque chose que beaucoup d'animateurs au départ oublient de faire. Donc là je viens en frame 70 et j'appuie sur la touche K. Pourquoi faire? C'est pour bloquer la position entre la frame 25 et la frame 70 sur cette position-là, pour que la balle reste à cet endroit. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si j'oublie en frame 70 de placer une clé pour bloquer l'animation, et que plus tard, après, je le déplace? Allons-y. Donc là, on va faire, voilà, j'ai oublié de placer sur la frame 70 la balle pour la bloquer, et là je me dis, ah bah tiens, je vais en frame 100, et je vais déplacer la balle. Là, ça va être la nouvelle position de la balle. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, là, vous allez avoir une animation de la frame 25 à la frame 100, où la balle va se déplacer. Là, vous n'avez pas immobilisé votre sujet. Du coup, l'ordinateur, lui, il est bête. Il fait ce qu'on lui demande, et il crée une interpolation de la frame 25 à la frame 100 avec le déplacement. Donc, n'oubliez pas ça.
de bloquer votre sujet à l'endroit où il doit être bloqué, pour le temps défini où il doit être bloqué. Donc maintenant là, de 0 à 25, la balle avance en faisant une rotation. De 25 à 70, au niveau déplacement, la balle reste au même endroit. Donc comme ça lui donne le temps de se redresser, de reprendre sa forme. Hop, on attend un petit peu, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de simple. On va dire que de 70 à 90, c'est-à-dire plus 20, nous allons déplacer la balle pour qu'elle aille sur la prochaine plateforme. Alors avant de faire ça, voilà. Je fais un CTRL Z. Avant de faire ça, nous allons activer un outil intéressant. Donc, je sélectionne le contrôleur de déplacement. Je clique sur l'onglet Motion, ici. Bouton Motion Path. Et je vais cocher la case Always Show Motion Path. Alors attention, en 1, on sélectionne le contrôleur ou l'objet qui nous intéresse. En 2, on clique sur l'onglet Motion Path. En 3, on clique sur le bouton Motion Path. Et en 4, on coche la case Always Show Motion Path. Donc c'est le chemin de déplacement, le chemin de mouvement de votre sélection qui va être montré. À quoi ça sert? Ben ça, vous savez, un peu comme le fil d'une araignée, hein, qui laisse un fil de rappel derrière elle, pour savoir par quelles étapes passe votre contrôleur. Donc là, ce qui est intéressant, là, en frame 70, donc là, ma balle est arrêtée, je viens en 90, comme je le disais tout à l'heure, je rajoute plus 20 pour faire une animation simple, et là, je déplace mon élément, et grâce au déplacement, et grâce au frame qu'il y a entre le départ et l'arrivée de l'action, donc là, le système, entre les deux, va me tracer le chemin parcouru par mon contrôleur, autrement dit par mon objet. Et là, ce que je peux faire ensuite, je peux effectuer des rotations en me mettant éventuellement en mode local pour replacer correctement, hop, la balle au plus près de la plateforme. Voilà. Donc là, vous allez me dire, pour l'instant, ouais, mais la balle, elle se déplace tout droit. Oui, elle se déplace tout droit pour l'instant. Ce qu'on peut faire après, on vient au milieu, en 80, et on va pouvoir lever la balle de manière verticale avec donc le mode View ou le mode World. Voilà. On peut faire quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc pour l'instant, on ne s'intéresse pas trop aux rotations. Là, je ne m'intéresse que au déplacement, c'est-à-dire au placement des positions clés sur la timeline et avec le contrôleur de déplacement. Donc on l'a fait au début, là c'était juste pour montrer qu'on pouvait décomposer les mouvements et faire une rotation. Et là on commence à entrer dans quelque chose d'assez complexe. Et on va commencer à décomposer correctement le tout. Donc là pour l'instant je ne m'intéresse qu'aux positions. Et en plus là on verra que les courbes là, ici là, ne sont pas correctes. Parce que comme les plateformes ont des hauteurs différentes, il va falloir faire des réajustements à chaque fois pour avoir le bon timing et pour avoir des courbes qui soient beaucoup plus logiques. Donc là pour l'instant ça donne un petit peu n'importe quoi, mais dans la logique ça correspond bien à nos positions
donc de départ de saut et de réception de saut. Donc là, je vais faire la prochaine position. Donc, 70, 90. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens entre les deux, en 80, et j'élève la balle. Là, pareil, je vais faire 90, 110. Alors pourquoi je prends 20 à chaque fois? C'est pour avoir des valeurs simples. Vous, selon le cas, si vous voulez que ce soit plus long au niveau du saut, ce que vous devrez faire, c'est augmenter l'écart des frames. Et si vous voulez que ce soit plus court, vous devez diminuer l'écart des frames. Donc, comme on l'a vu en cours, pour savoir placer un timing correct, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Ça sera avec l'expérience, ça sera avec l'entraînement et avec surtout les vidéos que vous regarderez, les références que vous allez chercher sur Internet, et toutes ces choses-là. Moi, je vais vous en donner, mais ce ne sera pas suffisant. À un moment donné, c'est comme si je vous donnais des conseils sur une série. À un moment donné, si je vous dis de regarder telle ou telle série, ce sera bien, mais ce ne sera pas suffisant. Après, vous-même, vous devrez aller chercher d'autres choses pour vous influencer et d'autres séries pour renforcer vos connaissances. Parce que j'ai pas forcément les meilleures séries du monde à vous proposer. Donc pour l'instant, faites très attention. Donc on le voit surtout avec le deuxième rebond ici là. On voit que ça fait une courbe et que ça ne fait pas ce qu'on avait vu là dans les premiers cours, c'est-à-dire un rebond avec des paraboles. Bah oui, ça c'est normal, parce que je vous rappelle que le système, par défaut, il place des clés en auto-tangente. C'est-à-dire que c'est lui qui crée lui-même des accélérations et des ralentissements. On va casser tout ça après. Et pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on laisse le système gérer. On laisse le système faire toutes ces choses lui-même. Alors, ça peut être dérangeant, il peut y avoir des problématiques, mais qu'on va pouvoir régler très rapidement sans problème. Bon, par exemple, là, la première problématique, c'est celle-là. Vous voyez que là, au niveau de la linéarité, c'est pas trop ça. Là, la courbe là, part plutôt sur la gauche. Donc on va devoir faire des réajustements par la suite. Bon, c'est pas vraiment très grave, mais ça peut nous poser quelques petits problèmes. Et c'est là où nous sert cet exercice. Donc là, je viens en frame 90, je vois que c'est le début de ce saut. Réception du saut en 110. Je viens entre les deux en frame 100 et je monte la balle en hauteur. Donc là, c'est pas très précis, en fait, c'est pas le bon endroit, mais c'est pas grave. Je place quand même la balle en hauteur et on verra par la suite comment réaliser ces corrections. Donc attention, là, je ne touche qu'à la hauteur. Ensuite, prochain saut. Donc 110, je suis sur la troisième plateforme. Plus 20, je vais en 130. Et je déplace mon contrôleur pour le placer sur l'avant-dernière plateforme. Donc je fais les rotations qui s'imposent. Alors pour l'instant, les rotations, là, vous voyez, je les fais manuellement, ce qui n'est pas super précis. La question qui peut venir, c'est est-ce qu'on peut faire plus précis que ça? Oui, on peut le faire. Mais c'est pas forcément le but. Vous pouvez le faire plus précis, mais vous verrez que si vous cherchez à avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus réaliste, n'essayez pas de faire des alignements. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est un alignement, tout simplement. Je sélectionne ma flèche directionnelle, je fais Alt plus A, et je viens chercher l'alignement sur cette plateforme-là. Donc là, comme je ne peux pas la sélectionner ici, je vais pouvoir la prendre
la prendre dans le Scene Explorer. Et je sais que normalement, ça doit être alors je sais plus si c'était la box 4 ou la 3, bon on va voir. Ah, c'était la bonne. Donc je lui demande de faire un alignement en X, Y, Z, avec une rotation donc sur les axes X, Y, Z, en pivot sur pivot. Et voilà. Donc en faisant un alignement automatisé avec 3D Studio Max, donc j'ai le contrôleur de déplacement qui est placé au bon endroit, orienté correctement, dans le bon sens, ainsi de suite. Là je me mets en local, puis je peux déplacer donc la flèche de déplacement directionnel sur cette plateforme. Voilà. Bon, ça c'est la manière précise de faire. Bon, c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Donc là, début du saut en 110. Réception en 130. Je vais entre les deux. En mode World. Je lève la courbe pour faire mon saut. Voilà. Donc pour l'instant, voici ce que j'ai au niveau de l'animation. La balle arrive au bord, elle regarde, pouf, elle se remet dans sa forme, et elle commence à sauter. Tac. Voilà. Donc, elle saute, mais bon, elle saute de manière un peu étrange. Donc on va corriger ça dans quelques instants. Donc petite animation en plus optionnelle. Donc je vais faire là en 130. Donc la balle, elle va reculer un petit peu. Hop, parce qu'elle se dit, ah tiens, là j'ai pas pris assez d'élan. Donc de 130 allez, à 150. Donc je fais reculer. À la limite, elle est presque en train de tomber. Mais elle se reprend. Et hop. Sur 10 frames. Elle repart en avant. Donc de 160 à 180, ce sera le dernier saut. Donc je vais en 180. Je place en mode World la balle sur la dernière plateforme. Hop. Je réaligne correctement. Voilà. Donc évidemment, comme d'habitude, là c'est un mouvement linéaire, donc c'est pas logique. Je reviens entre les deux en 170 et hop, je monte. Voilà ce que ça donne. C'est joli. C'est bon animation. Voilà. Donc en gros, le processus d'animation, ne cherchez pas à tout régler du premier coup. Et surtout par segment. Parce que vous allez voir, plus on a de clés d'animation, et plus c'est compliqué de faire des corrections. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de décomposer les différents mouvements, c'est-à-dire déplacement, scale, rotation, et ensuite de décomposer également la structure de votre animation. Donc on commence d'abord par placer les positions clés. Donc les positions clés sont des positions généralement de contact, des positions éventuellement qui peuvent nous aider à mieux comprendre l'animation. Donc par exemple là, les clés de hauteur maximum où la balle arrive en haut de son saut, là, par exemple là, en 170, ou alors ici là en 120, ou encore en 100, donc la hauteur maximum lors de la parabole. Ça c'est ce qu'on appelle une position extrême. Donc position clé plus position extrême, là on voit que pour l'instant ça nous donne l'idée générale de notre animation. Donc là je ne me suis pas encore occupé de faire les corrections.
Là, on a quelques clés. On en a quand même pas mal. Hein. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, à peu près 13. 13, 14 clés en tout. On va dire entre une dizaine et une vingtaine de clés. Ça va encore. Par contre, là, si vous commencez à vouloir faire des corrections un peu dans tous les sens, et à commencer à vouloir mettre des rotations, des scales, des machins, des bidules, etc., c'est pas encore le moment. Hein. Si vous y prenez trop tôt, vous allez avoir plein de problèmes pour faire vos corrections plus tard. Donc retenez bien le principe suivant. Plus on a de clés, et plus c'est compliqué de faire des corrections. Donc si on en a moins, ce sera plus facile. Moins on a de clés, et plus il sera aisé d'effectuer des corrections. Voilà, donc on y va, on va regarder comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on fait ça. Donc là, une fois que j'ai placé toutes mes positions clés, pour dire voilà, donc là j'ai fait mon animation là, avec les positions stratégiques principales pour donner l'idée de mon animation. Je reviens au début, je vérifie les positions extrêmes. Les positions extrêmes, j'aurais pu les placer maintenant là. Mais je les ai mis avant pour bien comprendre le mouvement, qu'est-ce qui se passe avec la balle. Maintenant là, on va venir corriger toutes ces positions là de rebond pour faire des paraboles correctes sur tout le système. Donc pour cela, je sélectionne le contrôleur de déplacement, je clique sur le menu Graph Editor, puis Curve Editor. Donc cela va afficher ce graphe qu'on a déjà vu. Et moi pour l'instant, ce qui va m'intéresser, donc deux choses. Donc je vais les décomposer en deux. Il va y avoir les coordonnées en X et Y, c'est-à-dire en vue de dessus, qui vont m'intéresser, et les coordonnées de hauteur, c'est-à-dire pour faire les rebonds. Donc là, vous voyez que pour l'instant, ça donne des sinusoïdales, des mouvements en vague. Moi, ce que j'aimerais, c'est corriger ça pour donner des mouvements, hein, des mouvements bien paraboliques en hauteur. Parce qu'une balle, ça rebondit de manière parabolique, hein, et pas sinusoïdale, comme ça, en faisant des vagues. Donc ça, on l'avait déjà vu dans les premiers cours. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les cordes de position X et Y de mon système. Je les sélectionne toutes les clés. Et je vais demander à passer les tangentes en linéaire. Pourquoi en linéaire? Parce que si je regarde en vue de dessus, là, en vue de dessus, les trajectoires, là, c'est un petit peu n'importe quoi. Hein, surtout ici, là, hein, trajectoire de départ. Ma balle, normalement, elle doit aller toute droit. Hein, ici, là. Ça devrait faire quelque chose de ce type-là. Ça devrait aller tout droit. Et là, ma balle, elle fait des mouvements, ça prend des virages. Ce genre de comportement, on ne le retrouve que si on fait des lifts ou des coupés sur les balles. Hein, donc si vous ne faites pas de lift et de coupé, en vue de dessus, une balle va tout droit. Hein, avec une, ça fait vraiment des trajectoires linéaires comme ça. Ça ne prend pas des courbes. Donc là, vous voyez, ça part comme ça, après hop, ça fait des courbes. En vue de dessus, c'est n'importe quoi. Donc pour éviter d'avoir ça, je sélectionne toutes mes clés d'animation et je passe en linéaire. Maintenant que je suis en linéaire, si je regarde à nouveau en vue de dessus, voici ce que j'ai. Donc de là à là, c'est bon. De la deuxième plateforme à la troisième plateforme, là j'ai une petite erreur. Mais c'est pas grave, on va corriger ça. De cette plateforme-là à cette plateforme-là, pareil, j'ai un petit décalage. Et pareil à la fin, j'ai un petit décalage encore. Comment est-ce qu'on va corriger ça? Tout simplement en regardant seulement les positions X et Y. Donc entre chaque point de rebond. Le premier rebond, dans mon exemple, entre la frame 70 et 90.
l'idée avec le Curve Editor, ça va être de venir chercher la position XY intermédiaire, c'est-à-dire celle qui est sur la frame 80, c'est-à-dire au point le plus haut. Je sélectionne ces deux clés et je peux les supprimer. On n'en a pas besoin. Donc seulement en X et Y. Attention, en Z, c'est pas pareil. Si j'affiche Z, on ne doit pas supprimer cette clé-là. Elle est importante pour la hauteur. Ensuite, je vais faire pareil pour le deuxième rebond. Donc, le deuxième rebond se passe entre les frames 90 et 110. Donc je viens entre les deux, c'est-à-dire en frame 100, et je vais le faire en vue de dessus, ça se verra mieux. Si je viens en frame 100 et que je supprime les coordonnées en X et Y, les deux clés qui sont X et Y dans la frame 100, là ça réaligne correctement tout mon système. Donc là maintenant, là, c'est bien réaligné ici. Et ainsi de suite. Donc là, le prochain, donc ça va être le prochain point de réception, 110. 120, ça va être la position haute. Donc je prends les clés en X et Y seulement. En Z, je n'y touche pas. Et je supprime la clé. De cette manière, maintenant, j'ai un mouvement bien rectiligne. Et je fais la même chose pour le dernier rebond, qui va se passer pour moi, là, ici, en frame 170. Je sélectionne les deux clés X, Y, et je les supprime. Et là, ça me donne maintenant un mouvement bien linéaire. Donc, grâce à ce système, on s'aperçoit que l'éditeur de courbe, le Curve Editor, est vraiment très important afin de redonner une logique à nos rebonds et une logique aux directions, à la vitesse, aux destinations, et ainsi de suite. Donc ça, c'était le premier point. Donc le premier point, c'est de mettre donc, les courbes en vue de dessus, c'est-à-dire X et Y en linéaire. Le deuxième point maintenant, c'est de venir sur la position, les positions de la courbe Z pour créer les paraboles. Alors, pour créer les paraboles, là, nous allons voir une problématique assez particulière, mais qu'on va pouvoir régler par la suite. Pas paniquer là-dessus. Déjà, c'est de repérer où se trouve le début de rebond de chaque rebond. Donc là, évidemment, là, ça va être en frame 70 pour le premier rebond. Puis il va falloir détecter également la réception, qui sera également le début de rebond du saut suivant. Donc, en 70, en 90, en 110. Donc en gros, là, si on regarde graphiquement, ça correspond tout le temps au point les plus bas. Donc en rouge, je peux les sélectionner d'un coup. Et je clique sur Break Tangents pour casser les tangentes. Une fois que j'ai cassé les tangentes, je vais pouvoir les replacer pour donner une forme beaucoup plus parabolique. Alors pour ceux qui voient déjà le petit problème, là vous vous dites ah, mais il y a quelque chose qui n'est pas logique dans le mouvement. Et vous avez raison. On va voir qu'est-ce qui ne va pas dans quelques instants. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ce problème de parabole. Donc une fois qu'on a réglé ce problème de parabole, donc là c'est plutôt satisfaisant. Si on regarde seulement que le motion path, là on s'aperçoit que la balle maintenant, là, hop, au niveau des rebonds, elle agit beaucoup plus comme une balle. Hein, faisons vraiment des paraboles, comme on l'a vu dans les exercices précédents. Donc là maintenant, si je fais l'animation, voilà ce que ça donne au niveau de la balle. Voilà.
Donc c'est plutôt pas mal. On obtient un résultat assez satisfaisant, sauf qu'il n'est pas très logique. La problématique de ce mouvement, c'est que ça vient d'une explication scientifique assez simple, même si le graphique là semble complètement complexe avec tout ce que j'ai marqué. Donc là, dans le graphe de gauche, c'est-à-dire ici, on voit une personne qui saute d'un rebord vers un autre, et les rebords sont placés à la même hauteur. Par conséquent, le temps que le personnage va passer de la position Terre, air, sera le même temps qu'il va passer pour passer de l'air vers la Terre. En gros, hein, quand vous allez atteindre la hauteur maximum lorsque vous sautez, donc le temps pour réaliser ça, que je note ici, là, ce sera le même que vous allez obtenir pour redescendre. Hein, si vous vous levez de la chaise et que vous sautez sur place, hein, le temps que vous allez passer donc, au moment où vous décollez vos pieds vers le point le plus haut de votre saut, ce sera le même temps qui va se passer du haut de votre saut quand vous allez retoucher le sol. Donc ça c'est un principe physique hein, qu'on appelle la gravité. Dans des conditions normales, optimum, et puis des conditions classiques, c'est ce qui se passe. Bon, après, évidemment, avec le sens du vent, si vous avez un parachute, si vous avez beaucoup de choses qui font que bah, ça vous ralentit la chute ou que ça l'accélère, etc., bah, vous aurez des choses qui pourront être légèrement différentes, mais en globalité, le temps sera quasiment le même. Par contre, qu'est-ce qui se passe si vous avez votre personnage, ici, là, dans le deuxième schéma, qui saute d'un rebord vers un autre qui n'ont pas les mêmes tailles. Donc déjà, le temps qui va s'écouler hein, pour la première partie ne sera pas le même pour la seconde partie. Parce que vous allez atteindre un point maximum ici, là. Et donc la distance ici ne sera pas la même. Donc là, il va y avoir des choses en plus qui vont venir se rajouter et qui vont décaler en fait votre parabole. Et graphiquement, nous, on doit tenir compte de ce genre de phénomène. Par conséquent, on peut traduire l'effet en disant que le temps T1 n'est pas le même temps que le temps T2. Évidemment, en tant qu'animateur, on ne va pas commencer à faire des formules physiques, des formules avec la gravité, tous ces trucs-là. On n'est pas là pour ça. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retranscrire une certaine forme de réalité dans nos graphes, tout simplement en venant ici. Il va falloir qu'on essaie de trouver, donc en traçant un trait ici par exemple, et puis il va falloir qu'on trouve, du coup, entre là et là, le milieu. Donc le milieu, on pourrait dire que c'est à peu près par ici. Et placer le point maximum à peu près à cet endroit-là. Pour faire en sorte que la parabole passe comme ça. Donc visuellement, ça va se traduire de cette manière. Donc il va falloir que je vienne chercher cette clé-là, que je la déplace, qu'ensuite, ici là, que je replace les tangentes, afin d'avoir une parabole qui soit la plus logique possible. Donc en gros, il va y avoir un trait horizontal qui va passer ici. Et visuellement, donc évidemment on fait ça à l'à peu près, il va falloir qu'on
qu'on essaie de trouver le meilleur compromis pour que la distance ici sur la même distance qu'il y a ici. Donc, vous voyez un petit peu le processus qu'il faut avoir. Donc, pour que la courbe fasse quelque chose la plus logique possible. Donc là, si on regarde maintenant à ce niveau-là, au niveau du déplacement de la balle, donc on a quelque chose de beaucoup plus logique, beaucoup plus naturel qui se produit. Et donc ce processus, il va falloir le répéter plusieurs fois durant l'animation. C'est-à-dire comme ça. Alors évidemment, au départ, c'est pas simple à repérer. Donc, il faut s'entraîner. Il faut en faire plusieurs. Là, par exemple, là, si je trace mes traits. Donc là, c'est à peu près. Il faut faire de l'à peu près. Donc là, ici, là, la distance qu'il y a là, c'est à peu près la même distance qu'il y a là. Donc c'est vraiment du pifomètre qu'on utilise en animation pour essayer d'obtenir vraiment là des paraboles qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Bon, puis après, parfois, on joue un peu avec les convenances. Hein. Donc là, je vais faire pareil ici. Donc là, ce point-là, il faut que je déplace par là. Ou là, je peux monter comme ça. Je déplace comme ça. Voilà. Donc visuellement, est-ce que c'est intéressant? Alors, déjà, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'installer un logiciel comme le mien hein, pour faire vos mesures. Donc là, visuellement, bah voilà, au pifomètre, voilà ce qu'on obtient au niveau des paraboles. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces 3 points là ici là? En fait, ces 3 points là, ça va correspondre au moment où la balle glisse. Et là, donc de la frame 130 à 150, la balle elle glisse. Normalement, elle est censée glisser et de manière correcte et linéaire sur la plateforme. Donc comme je viens de dire, linéaire, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc il va falloir que je sélectionne ce point-là et que je le place en linéaire. Donc ensuite, je sélectionne cette tangente-là et que je la mette en face. Voilà. Pour avoir quelque chose de linéaire. Et maintenant que c'est linéaire, maintenant, hop, ça descend correctement. Hop, ça remonte. Et je peux relire ma séquence d'animation après avoir fait une sauvegarde. Voilà. Donc voici comment se passe dans les meilleures conditions un processus d'animation avec un sujet aussi simple qu'une balle. Donc évidemment, il existe plein d'autres méthodes, plein d'autres manières. Quand vous serez habitué au processus d'animation, bah, certains voudront corriger directement sur place plusieurs choses. Mais moi, ce n'est pas ce que je vous recommande de faire. Je vous recommande vraiment de réaliser vos séquences d'animation par phase ou par passe, comme on dit. Donc P-A-S-S. Donc vous verrez plus tard, ce terme va revenir souvent. Donc des passes de rendu, des passes d'animation, des passes de ci, des passes de ça. Enfin, bref. Et grâce à cette organisation, vous allez structurer votre travail dans les meilleures conditions afin d'obtenir non seulement un meilleur résultat, mais surtout une meilleure organisation pour pouvoir effectuer des corrections. Parce que c'est ça qui va vraiment falloir travailler, c'est anticiper pour pouvoir corriger. La problématique là, vous voyez, j'ai placé des positions clés. Un client peut venir et me dire « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien que le 4e saut soit plus court.
qui soit plus rapide et plus dynamique. Bah, je peux vous dire que si vous avez 36 000 clés, faire cette correction-là, vous allez commencer à vouloir étrangler le client. Donc là, bien structurer votre travail, bien décomposer, va vous permettre de faire énormément de choses. Donc, dans les meilleures conditions. Donc là, une fois qu'on a bien corrigé les tangentes, donc en XY, en les ayant mis en linéaire, en cassant les tangentes de la courbe en Z, c'est-à-dire en hauteur, parce qu'en fait, hein, les coordonnées que vous avez ici, bah, ce sont des coordonnées en mode world. Ce sont vraiment des coordonnées en mode absolu par rapport à l'axe du monde, à l'axe de votre univers. Donc là, toutes les coordonnées qu'il y a ici, donc certaines devront être linéaires, d'autres devront être courbées, d'autres selon les mouvements que vous voulez obtenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose en animation que l'on veut que vous puissiez maîtriser et que vous sachiez comprendre et vraiment modifier à volonté. Donc là, c'était vraiment très important de savoir placer les positions clés, placer les positions extrêmes, puis ensuite de corriger ces courbes d'animation. Donc là, reprenez la vidéo plusieurs fois, revenez en arrière s'il le faut pour effectuer vos modifications. Ça vaut le coup, parce que vous verrez que quand on va aller un peu plus loin dans l'animation, vous allez revoir les mêmes principes, par exemple pour lever un pied d'un personnage, pour faire d'autres animations du même genre. Donc insistez, refaites l'exercice plusieurs fois en modifiant les tangentes. Donc une fois qu'on a modifié les tangentes, qu'on a fini, donc là on va s'intéresser éventuellement à tout ce qui va être rotation et tout ce qui va être squash de la balle. Par exemple là, pour faire la rotation, là il y a plusieurs méthodes. Donc, je vais faire une sauvegarde avant. Pour faire une rotation, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tricher. On peut prendre le contrôleur de déplacement en frame 70 et juste au moment où il saute, c'est-à-dire en 71, effectuer donc une rotation sur une frame pour que la balle s'oriente correctement dans la direction du point de réception. En faisant ça, donc aussi bien donc, au démarrage qu'à l'arrivée, je vais faire comme ça. Hop. Je peux le replacer hein, s'il le faut, comme ça. Bon, je vais le mettre à plat. Voilà ce qu'on obtient. Donc sur une frame. Pof. Donc là, en fait, on triche. Sur une frame, on lui demande de changer de sens. Pour pouvoir en frame 90, sélectionner le contrôleur de rotation. Donc on revient à 70. On place une clé en rotation. On va en 90. On se met en mode local. Et là, on opère la rotation que l'on désire. De cette manière, voilà ce que ça donne. Pof, au moment où il saute, ça fait une rotation en même temps. Et en plus, dans le sens, du saut. Bon, là, c'est vraiment, c'est abusé, c'est triché, mais l'animation, c'est fait pour ça. En plus, là, j'ai un petit effet où ça tourne un petit peu hop, sur la droite. Après, pareil, je vais en frame 91. En frame 91, je replace donc là, hop, mon contrôleur
mon mode local dans le bon sens. Je l'oriente dans la direction de la prochaine. Hop là. De la prochain point d'impact, hein, prochaine réception. Donc, bah, soit je le mets à plat comme ça, ça ne dérange pas trop. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre la direction. On peut prendre en vue de dessus. La direction ici là, dans le même sens que le prochain endroit de réception. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, en fait, de mettre ce contrôleur de rotation à 90 degrés dans le sens de sa rotation. De cette manière, bah, hop, je vais sur le point de réception en 110. Donc à 90, comme j'ai fait une rotation, ça a posé une clé automatiquement. En 110, j'y vais. Je clique sur le contrôleur de rotation. Hop, je le replace. Un petit peu dans le bon sens. Je replace dans le sens de rotation. Au sens de la direction. Et je lui fais une rotation sur lui. Alors je peux en faire plus ou moins, hein, on s'en fiche. C'est juste pour le... Hop. Donc là, ce qui est intéressant maintenant, là, avec ce que je viens de faire, c'est que non seulement on a des déplacements un peu plus logiques, mais en plus on a la balle qui tourne avec plus ou moins d'intérêt. Donc bah, là, si ça ne tourne pas assez, bah, je retourne en 110, je sélectionne le contrôleur de rotation, et bah, je rajoute plus de rotation. Et là, bah, ça va faire plus de rotation. Donc ensuite, le principe, c'est le même. Hein. 110, bah, je passe en 111. En 111, je sélectionne le contrôleur de déplacement. Je replace à plat. Pour le remettre à plat, il y a plusieurs techniques. Hein. On se met en mode World, par exemple. Clic droit sur l'outil de rotation. Et là, je peux demander en X, rotation 0, Y, rotation 0. Et en Z, bah, j'y touche pas, puisque c'est en Z que je vais orienter la balle. Hop. Une fois que j'ai fini, je me remets en mode local pour replacer l'axe. Ici, là, l'axe bien dans le même sens. Alors, à force de faire plein de manipulations, là, je sais plus où j'en suis là. Tac. Ok. Ouais, là, j'ai fait des rotations. J'ai fait des rotations sur le contrôleur du. Alors, faites attention à ça. Hein. J'ai fait trop de rotations là, en fait, sur le contrôleur de rotation, alors que lui, la rotation, il ne doit avoir que des rotations sur l'axe local X, c'est-à-dire l'axe en rouge. Si je veux le replacer correctement l'axe, il faut que je prenne le contrôleur de déplacement. Voilà. Là, c'était juste petite mise à niveau, parce que là, à force de déplacer tous les axes, évidemment, on fait des bêtises, comme je viens de faire. Donc, c'est là, je ne fais que le déplacement sur l'axe X. Voilà, là, ça sera mieux. Tac, tac, voilà. Ensuite, je viens en 111. Je sélectionne le contrôleur de déplacement. Je commence à l'orienter correctement dans le bon sens. Alors je peux le mettre à plat, je peux le laisser comme ça, hein, c'est pas un problème. De toute façon, il va se réorienter correctement. Donc là je le mets ici là pour que ce soit bien placé dans le bon sens. Voilà.
Voilà, donc là il n'est pas dans le même sens. C'est pas grave. Là je vais le remettre moi-même. Voilà. Ça, hop. Voilà. Là il est dans le bon sens. Et maintenant je sélectionne le contrôleur de rotation et je fais sa rotation. Bon, faites attention parce que là moi je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc là c'est pour vous dire que bah, ça arrive à tout le monde, hein, même à ceux qui sont plus ou moins habitués à faire ça. C'est qu'il faut bien décomposer les mouvements. Donc les orientations se font sur le contrôleur de déplacement. Les déplacements se font sur le contrôleur de déplacement. Et la rotation de la balle, seulement sur son propre axe, ne se fait que sur le contrôleur de rotation. Donc là, hop, je vais le placer comme ça. Hop. Donc là, vous voyez que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, je triche. Hein. Je prends seulement une frame pour réorienter la balle dans le bon sens. Bon, ça nous est permis grâce à l'animation. Et éventuellement, si ça ne vous plaît pas, bah, il faudra utiliser directement enfin directement, il faudra utiliser un autre contrôleur de rotation qui sera beaucoup plus à l'extérieur et qui pourra faire autre chose. Mais bon, pour l'instant, faites comme ça. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Donc là, je vais le réorienter vers le haut. Comme ça. Donc en 131. Donc ça se fait sur vraiment une seule frame. Bon, évidemment, c'est un peu de la triche. Hein. On peut se dire, ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Là, je réoriente comme ça. Voilà. Je clique sur le contrôleur de rotation et je vais faire des rotations dans ce sens-là pour faire patiner la balle. Genre, oh là là, elle va tomber, mais et essayer de résister au maximum en tournant dans tous les, enfin, en tournant bah, pour remonter. Donc là ici, pareil, hop. Donc là c'est déjà dans le bon sens. Bon, quasiment, hop, je vais le remettre dans le bon sens. Donc les réajustements, parfois ils peuvent être manuels, hein, il n'y a pas de problème. Ok, là je clique sur la rotation. Voilà. Clac. Et là après je clique sur le contrôleur de rotation et je lui fais sa rotation. Voilà. On voit ici ce que ça donne maintenant. Hop, dès qu'il arrive là, hop, il pédale dans la choucroute, il va à fond, hop et voilà. Maintenant ça remonte. Donc, regardez bien là, dans cette séquence là de 130 à 160, en fait là, la rotation qui est ici là, à la limite je peux la retirer pour faire en sorte que toute la rotation se fasse entre justement 130 et 160 pour qu'il n'y ait pas de ralentissement. Et là je rajoute un peu plus de rotation pour que la rotation ne s'arrête pas à 150, c'est-à-dire au moment où la balle hop, a réussi à remonter. Ensuite pareil ici en 161, je resélectionne le contrôleur de déplacement, je le réoriente dans le bon sens. On peut passer en vue de dessus et éventuellement là si on veut regarder si c'est bien orienté. Ok, plutôt pas mal. On va à l'endroit de la réception, on remet l'axe de rotation dans le bon sens. Et voilà. Et à la fin, on sélectionne le contrôleur de rotation et on lui fait ces petites rotations. Là. Et là ça tourne. Hop. Voilà. Ok, donc là je relis
ma séquence complète. Voilà. Bon, c'est plus ou moins parfait, hein. Pour l'instant, je ne vous demande pas de faire des choses réalistes. Je vous demande simplement de savoir placer les clés, de réaliser ce genre d'animation. Et à la fin, ce qu'on doit faire pour visualiser la séquence d'animation, donc une séquence d'animation ne se lit jamais dans le viewport directement comme ça en brut. Ce que vous devez faire, c'est préparer une scène. Donc là, vous appuyez sur la touche F10. Vous mettez évidemment en scanline. Pour l'instant, c'est largement suffisant. Ensuite, là, dans Output Size, on va se mettre en HDTV. Donc parfois, il faut cliquer 2 fois parce qu'il y a un espèce de bug. Voilà, ils n'ont pas réussi à régler ce truc là. Ça existe depuis plusieurs années, ce truc. Et on se met en 1280-720. On ferme la fenêtre. Ensuite, vous appuyez sur la combinaison de touches Shift plus V pour ouvrir la fenêtre de Preview, qu'on peut trouver également, normalement, c'est voilà, dans le menu, je crois que c'est dans Tools, Preview, Grab Viewport et Create Preview Animation. Donc là, vous voyez, là, c'est écrit Shift plus V. Hop. Donc c'est la même chose. Ici, vous laissez quasiment tout par défaut. Donc Active Segment, Custom Range, etc. Donc là, vous cliquez sur Active Segment. Vous laissez tous les réglages. Vous cliquez sur Create. Alors, il est possible que le système vous demande quel taux de compression vous voulez, pourquoi, comment. Vous cliquez sur oui, oui, vous cliquez sur Yes, suivant, etc. Vous laissez les réglages vraiment par défaut. Donc voilà ce qui se passe à la fin. Donc le 3D Studio Max, une fois qu'il a fini de calculer ce preview, en fait c'est une séquence d'animation en preview. Hein. Il crée un fichier AVI. Une fois que c'est terminé, il le lit avec votre lecteur vidéo favori. Donc moi j'ai mis VLC. Et c'est comme ça qu'on lit une séquence d'animation. Lire une séquence d'animation dans le viewport, ça c'est bien pour vous, pour faire vos tests, pour faire des trucs comme ça, mais à la fin, quand vous voulez vraiment vérifier le timing, s'il est bon, si les animations sont correctes, c'est avec une preview. Donc d'abord F10, vous faites vos réglages pour avoir la résolution, puis ensuite Shift plus V pour créer cette preview. Alors, cette preview est importante car elle va vous donner le bon timing. C'est-à-dire que VLC ou n'importe quel logiciel de lecteur vidéo va lire la séquence là à 25 fps. Donc, mis à part si vous avez un vieux PC qui date de 20 ans, maintenant, hein, tous les PC, même ceux qui ont 6, 10 ans, avec VLC, ça se lit très bien, ça se lit très vite, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lecteur pour lire votre séquence et regarder ce qui ne va pas. Donc là, grâce à ça, on voit que le timing et surtout les rebonds des balles, c'est assez intéressant. Hop, voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, il faut améliorer certaines courbes d'animation et donner encore plus de caractère à la balle. Par exemple, en la faisant trembler, en la faisant frétiller, en la déformant. Donc là, j'ai passé un petit peu de temps sur la rotation. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, et ça c'est le moins dur, maintenant on va utiliser le contrôleur de scale pour placer nos déformations en scale. Par exemple là, en frame 70, je peux placer une clé en scale. Je reviens légèrement en arrière, par exemple 3 ou 4 frames en arrière, et je fais un scale comme ça. Pour faire genre, voilà, la balle, elle prend l'élan, pof, elle se déforme. Donc, hop, elle tourne en même temps, pof, et au moment de la réception, donc je replace donc une clé en scale,
Je reviens juste avant, je place également une clé en scale. Je reviens sur la frame 90 en mode local. Et là, je déforme. Hop, je déforme. Ensuite là, je remets la taille normale, donc les 3-4 frames, 3-4 frames après. Donc je me mets en mode éventuellement donc World. Hop. Je fais un clic droit sur l'outil de scale et je mets 100% partout. Donc grâce à ça, sur 4 ou 5 frames, donc on a l'illusion que la balle s'aplatit, elle reprend sa forme. Et là, on est reparti. Donc frame 110, c'est le moment d'impact. Donc on peut faire -1, clic droit sur le curseur de la timeline. Hop, on place une clé en scale seulement. 110, je me remets en mode local. Je déforme. 3 ou 4 frames après, donc je fais un clic droit sur l'outil de scale. Et là, ouais, apparemment, même en mode local, ça marche. Hein. On peut mettre 100 partout. Et ainsi de suite. Donc là, hop, comme ça, on voit que ça fait une légère déformation. Pouf. Après, si le sens de déformation ne vous plaît pas, par exemple, là, on voit que ça se repose comme ça, bah, c'est pas un problème. Ce qu'il suffira de faire, c'est de prendre le contrôleur de déplacement et de le remettre dans un sens qui vous convient. Et de toute façon, vu que ça se passe sur quelques frames, c'est quelque chose dont on ne va pas faire attention. Donc là, je viens en frame 130, donc c'est la réception. -1, clic droit, je place une clé en scale pour conserver le scale 100%. Je viens en 130 en mode local, hop, squash. Je réserve 2-3 frames pour replacer le scale à 100%. Voilà. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est quelque chose d'assez cartoon. Jusqu'à la frame 150, hop, on peut faire un truc comme ça pour renforcer l'idée que bah, il force tellement, la balle force tellement qu'elle s'aplatit elle-même. Pour que en 160, elle reprenne sa forme normale. Ça, donc là, il faut que la balle se réceptionne, elle fait oh, je vais glisser. Top, je reprends ma forme et je vais glisser. Je glisse tellement que hop, je force. Tac, et voilà. Ça ressaute. Hop là, voilà, réception. Donc là, pareil, en 179, je peux placer une clé en scale. En 180, je déforme. Et 3-4 frames après, je remets à 100%. Donc en rajoutant ce genre de détails, on fait en sorte que de rajouter un peu plus de personnalité et de choses intéressantes dans l'animation. Donc là, je vais faire une sauvegarde. Shift plus V. Et je recrée ma séquence. Voilà. Voilà donc un exercice assez basique, hein, d'une balle qui rebondit un peu partout. Ça vaut le coup hein, de faire ce genre d'exercice parce que vous allez revoir des principes lorsqu'on va animer un bipède. Vous allez revoir les mêmes choses plus tard, c'est-à-dire des corrections de tangentes, des clés qu'il faut poser, donc soit manuellement, soit automatiquement. Il y a tout un tas de choses qui vont se faire quasiment comme on fait avec une balle.
donc insister, parce que par la suite, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être un peu plus complexes, hein. On va passer à un niveau supérieur, et il faut bien comprendre qu'un objet, ce n'est pas que du mouvement, c'est aussi savoir l'arrêter, de comprendre à quel moment il faut arrêter telle ou telle transformation. Par exemple pour les scales, au moment des impacts, une frame juste avant, on bloque le scale, et la frame qui nous intéresse, on fait la déformation. On laisse combien de temps pour que ça reprenne une forme normale. Donc ça, c'est un processus qui doit être vraiment naturel si vous voulez devenir animateur et si vous voulez faire de l'animation dans vos séquences. Ensuite, pour tout ce qui va être cycle d'animation, là ça va être pareil. Pour faire des cycles d'animation en vue de jeux vidéo, ça va être la même chose. Il va y avoir des tangentes à régler, il va y avoir des positions clés, des positions extrêmes, et également il va falloir savoir arrêter correctement un objet au bon moment, le faire repartir, et ainsi de suite. Donc là, n'hésitez pas à revoir la vidéo, insistez, refaites plusieurs fois l'exercice. Donc en revenant sur les parties plus ou moins complexes, ensuite on pourra en rediscuter. Donc nous sommes là pour ça. Et le but c'est de passer à d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Parce que ça c'est la base, mais par la suite ça va se complexifier un peu plus pour obtenir des animations beaucoup plus fluides, beaucoup plus élaborées, et qui vous permettront de faire quasiment tout et n'importe quoi. Évidemment dans la mesure de vos connaissances. Parce que pour l'instant, il est hors de question de faire par exemple des combats avec deux personnages. Donc là déjà, maîtriser correctement la balle. On passera ensuite à la maîtrise d'un personnage bipède pour lui faire réaliser plein de choses. On va monter en puissance pour lui faire manipuler des objets. Et au fur et à mesure de votre avancée, de vos compétences, on fera selon ce que vous savez faire. Mais n'essayez pas de brûler les étapes tant que vous n'avez pas bien maîtrisé ces bases. C'est un peu comme dans tout. N'essayez pas de franchir un ravin qui fait 7 mètres de longueur, alors que vous n'êtes pas capable de sauter au-delà de 3 mètres. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc en animation, n'essayez pas d'aller animer des choses trop complexes, alors que vous ne savez pas maîtriser déjà les processus de base. Donc ça, c'est ce que je vous recommande. Après, vous faites ce que vous sentez, mais ne prenez pas de mauvaises habitudes. Donc je vous laisse avec cette fin d'animation. Revenez en arrière sur les points que vous n'avez pas compris. Repassez plusieurs fois sur la vidéo sur des points que vous n'auriez pas bien pris en compte. Notez éventuellement donc là, sur la timeline de la vidéo vraiment les endroits très très compliqués, très difficiles, et puis on pourra en reparler en cours.